Bonjour à vous chers fléaux et bienvenue sur l'Hôtel Manga. J'espère que vous allez bien. Après une vidéo, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, où on a essayé de déterminer le plus puissant exorciste Gojo mis à part, aujourd'hui on se retrouve pour faire la même chose avec les fléaux. Alors d'après vous qui est le fléau le plus puissant? Sans aucun doute vous direz Ryomen Sukuna, le roi des fléaux, alors j'ai décidé de l'éliminer de ce top car ce serait trop facile. Je ne prendrai pas non plus la reine des fléaux Rika en compte. J'élimine aussi Kenjaku et Tengen car même si on pourrait croire que c'est le cas, ce ne sont pas des fléaux. Néanmoins je garde les fœtus des 9 phases car même s'ils sont à moitié humains, ils sont aussi à moitié des fléaux. Avant de commencer, je veux vous remercier de regarder mes vidéos et à la fin j'attends vos avis et commentaires sur ce classement. Sans plus tarder, installez-vous et c'est parti pour savoir qui est le fléau le plus puissant. Numéro 10. Keshizu. Keshizu est l'un des fœtus des 9 phases ainsi qu'un esprit maudit de classe S et selon moi le plus faible des 3 frères. Le pouvoir de Keshizu est moins puissant que celui de ses frères aînés, mais il a réussi à prendre Yuji au dépourvu. Le sang de Keshizu est très toxique et très corrosif. De plus, le sang de Keshizu n'a pas les mêmes propriétés que celui de son frère Ezo, les effets provoqués n'étant pas exactement les mêmes. En tant que l'un des fœtus des 9 phases, la mort, Keshizu possède la constitution unique de pouvoir convertir son énergie occulte en sang. Tant qu'il ne manque pas d'énergie noire, Keshizu peut produire autant de sang qu'il le souhaite et ne peut pas mourir d'exsanguination. Numéro 9. Ezo. Ezo est lui aussi un des fœtus des 9 phases ainsi qu'un esprit maudit de classe S ayant été invoqué par le groupe de Mahito afin d'aider les malédictions à prendre le contrôle du Japon. Bien que finalement vaincu par des apprentis exorcistes qui n'étaient nul autre que Yuji et Nobara, Ezo et Keshizu sont très puissants. Le pouvoir d'Ezo s'est avéré supérieur à celui de son frère cadet, mais les deux pâlissent en comparaison de celui de leur frère aîné, Shozo. Raison pour laquelle ils sont ici alors que Shozo est bien plus haut dans le classement. Le sang d'Ezo est très toxique et très corrosif. Pour un humain, son sang n'est pas immédiatement mortel. C'est à partir du moment où Ezo couvre complètement sa victime. De plus, bien que la mortalité sanguine donne à réfléchir, la douleur qu'elle provoque est insupportable. De plus, le sang d'Ezo n'a pas les mêmes propriétés que celui de son frère Keshizu, les effets provoqués n'étant pas exactement les mêmes. En tant que l'un des 9 fœtus des 9 phases, la mort, Ezo possède la constitution unique de pouvoir convertir son énergie occulte en sang, comme son frère. Tant qu'il ne manque pas d'énergie occulte, Ezo peut produire autant de sang qu'il le souhaite et ne peut pas mourir d'exsanguination. Numéro 8. Divinité de la variole. La divinité de la variole est un esprit maudit de la maladie de classe S, ce qui rend son pouvoir extrêmement rare. Pseudo-Geto a assuré à Meimei que le pouvoir de la divinité de la variole était l'un des plus forts de sa collection. Le maître de la malédiction l'utilisait comme référence pour tester les capacités du sorcier Jujutsu de classe 1 afin de juger si elle était digne de l'affronter. L'esprit maudit de la maladie est très puissant, justifié par sa capacité à manifester une expansion de territoire complète. Meimei seul n'aurait probablement pas pu faire face au coup garanti du domaine qu'il a piégé à plusieurs reprises sous une pierre tombale. Cependant, en raison de sa possession par la manipulation spirituelle, la divinité de la variole est intellectuellement limitée. Il a ensuite agi par instinct et a ciblé l'ennemi avec l'énergie la plus maudite. Avec elle, une simple distraction de l'énergie maudite de son frère lui suffisait pour créer une ouverture et exorciser la malédiction. Le sort de la divinité de la variole lui permet initialement de piéger sa cible dans un cercueil. Une fois la cible piégée, la malédiction prend son poing gauche et frappe dans la paume de sa main droite. Ce mouvement laisse tomber une pierre tombale géante sur le cercueil, infligeant de lourds dégâts et enterrant le cercueil sous terre. Une fois la pierre tombale placée, la malédiction commence à compter à partir de 3. Si le nombre atteint 1, la cible sera infectée par la variole et mourra. Numéro 7, Kurorushi. Kurorushi est un esprit de cafard maudit de grade spécial. C'était le résultat de la manipulation spirituelle de Kenjaku. En dépit d'être un esprit maudit manifesté par la haine du monde pour les cafards, il était capable de communiquer un peu et de montrer de l'intelligence. Au cours de son combat contre Yuta Okotsu qui est le second exorciste le plus puissant, nous avons pu voir ses aptitudes au combat.
Kurosrui a été capable de dominer Yuta pendant un moment en utilisant ses capacités physiques et de jujutsu effrayantes. Son arme favorite est un outil maudit nommé épée de vie purulente qu'il utilise pour propulser son attaque à un niveau imparable. Kurorushi a présenté de puissantes techniques de jujutsu contre Yuta, qu'il a eu du mal à contrer. Il avait également une force de combat physique et une stratégie incroyable. Sans la technique maudite inversée spéciale de Yuta, il aurait succombé au pouvoir de Kurorushi. Numéro 6. Dagon. Dagon est un esprit maudit de grade spécial qui existait en tant qu'embryon maudit. Dans le chapitre 10 du manga, il est mentionné pour la première fois lorsque Mahito révèle qu'il a créé un embryon maudit en utilisant le doigt de Sukuna. Plus tard, nous le voyons pleinement évoluer pendant l'arc incident de Shibuya lorsqu'il est apparu à la station de Shibuya. Il était capable, tout seul, de s'occuper de 3 exorcistes, dont 2 de classe 1, et aurait pu gagner contre eux si certaines personnes n'étaient pas venues perturber leur combat ainsi que ses techniques. Dagon a montré qu'il était capable de l'éviter, ce qui lui permet de s'extraire rapidement des attaques ennemies et de pouvoir à son tour répliquer avec des techniques de lancer depuis les airs. Dagon a également montré une résistance extrême aux attaques ennemies. Même lorsque Kento, Naobito et Maki l'ont attaqué avec plusieurs de leurs techniques à plusieurs reprises, Dagon en est sorti indemne. De même, lorsque Toji lui a porté un barrage de coups avec le nuage ludique, un objet maudit qui concentre la force pure, Dagon en est sorti presque indemne. Bien qu'il soit très résistant, on peut aussi noter que Dagon peut se battre même lorsqu'il est blessé. C'est le cas lors de son combat contre Toji où, bien qu'il ait été poignardé aux yeux ou blessé à l'épaule, il était prêt à continuer à se battre. Dagon possède une grande quantité d'énergie occulte puisqu'il est un fléau de rang S. Ce n'est pas seulement démontré dans sa classification en tant que malédiction de classe S, car il a pu créer un véritable raz de marée si grand, que même le Shikigami de Megumi, Max Éléphant, pâlit en comparaison. Il était capable d'enchaîner simultanément de puissantes attaques et même d'utiliser une extension de territoire sans jamais manquer d'énergie. Numéro 5, Chozo. Chozo est le plus ancien des fœtus des 9 phases. Il a 150 ans, est à moitié humain et à moitié esprit maudit classé grade spécial. Chozo a maîtrisé la technique de manipulation du sang à un niveau imbattable bien plus puissant que Noritoshi Kamo tout en possédant une abondance d'énergie maudite. Chozo contrôle constamment son propre sang avec une énergie maudite et de par sa nature hybride il peut en produire plus à volonté. Chozo a été capable de le faire constamment tout au long de tous les conflits à Shibuya sans conséquence sans jamais être près d'épuiser ses réserves. Non seulement Chozo possède un contrôle délicat sur son énergie maudite pour alimenter ses techniques avec précision, mais il peut également charger chacune d'entre elles avec une puissance énorme. Comme ses frères Ezo et Keshizu, le sang de Chozo est également toxique. Il prend effet assez rapidement et draine l'endurance de sa victime, l'obligeant à s'asseoir et se retrouve essoufflé. Les sorts d'inversion classiques ne sont pas efficaces contre le poison contenu dans son sang. L'une de ces techniques appelée convergence comprime et condense le sang à sa limite absolue avec une énergie maudite. Et sa plus puissante technique Supernova fait exploser plusieurs orbes de sang condensé avec convergence et tire des balles de sang renforcées dans toutes les directions. Il peut également être canalisé dans une sphère plus grande qui explose dans une attaque encore plus dévastatrice. Chozo est aussi très intelligent contrairement aux autres esprits maudits. C'est également un expert en combat au corps à corps, avec des compétences physiques et de combat incroyables. À chaque fois qu'il a livré un combat difficile à ses adversaires tels que Itadori Yuji, Satoru Gojo, Jogo, Kenjaku, Naoya Zenin, nous avons tous été impressionnés. Autre petite chose que je dois préciser et qui n'a rien à voir avec sa puissance au combat, mais Chozo est un personnage sympathique ayant d'abord été antagoniste puis est passé du côté des protagonistes et malgré le grand nombre de personnes qu'il a tuées on ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Je félicite Gege Akutami sur l'écriture de ce personnage un peu comme tous ces personnages qui sont des chefs-d'œuvre. Numéro 4, Naoya Zenin. Après avoir brillé en tant qu'exorciste avant de se faire défoncer, il se réincarnera en esprit vengeur très puissant. Sous cette forme il a conservé son sort de projection des 24 FPS qui lui confère une vitesse incroyable. Il a réussi à gérer simultanément et causer des dégâts relativement importants à Noritoshi Kamo et à une Maki qui quelques jours auparavant a réussi à éliminer tout le clan Zenin à elle seule. En plus de ses autres capacités gardées de sa vie d'exorciste, il a gagné une extension de territoire.
Son territoire prend la forme d'une structure en forme d'utérus avec un œil géant à la place d'un utérus. L'attaque directe du domaine prend la forme de jauge de film non bloquable qui, lorsqu'elle touche la cible, applique une sorte de projection au niveau cellulaire, ce qui endommage tout le corps de la victime au niveau cellulaire. Dans ce territoire, il est impossible pour toute personne possédant de l'énergie occulte de bouger sans la permission de Nawaya, rendant toute attaque contre Nawaya presque impossible. Nawaya a aussi gardé son intelligence humaine, ce qui fait de lui un des fléaux les plus intelligents, mais il a aussi gardé ses défauts, à savoir sous-estimer les combattants féminins, ainsi qu'à perdre son sang-froid quand il fait face à plus fort que lui. Mention spéciale pour l'incarnation de Tama Monomae est une malédiction de classe S et ce rang reflète sa force. Cependant, nous n'avons aucune information concernant ses capacités. Suguru l'invoqua avec sa technique maximum Uzumaki, mais les deux furent vaincus par l'attaque finale de Yuta et Rika. Ainsi que pour Kushiza Kona qui était un esprit maudit d'un rang compris entre la semi-classe 1 et le niveau spécial. Kushiza Kona dispose de capacités intéressantes même si on n'aura vu que 2 de ses techniques et aura réussi à impressionner Toji Zenin. Malheureusement elle s'avéra ne pas être à la hauteur, raison pour laquelle je ne lui accorde qu'une mention spéciale. Numéro 3. Anami. Anami est un fléau de classe S possédant un corps incroyablement dur, un sort qui peut matérialiser, contrôler les plantes, et la capacité de cacher sa présence. Il a pu prendre Satoru par surprise et profiter momentanément de la vulnérabilité de Yuji en utilisant son champ de fleurs et un monstre en bois afin de sauver Jogo et de s'enfuir. Anami a pu réaliser cet exploit grâce à la combinaison de ses capacités tactiques, de son évasion ainsi que de sa capacité à masquer sa présence. Satoru lui-même loue la capacité de Anami à s'enfuir, à échapper à la grande perception du sixième œil, et prétend même trouver Anami beaucoup plus menaçant que Jogo. Anami a réussi à briser les barrières de l'école de Jujutsu en raison de sa nature unique, et a été la pierre angulaire de l'assaut de son groupe contre l'école d'exorcisme. Anami a pu affronter 6 des apprentis exorcistes les plus forts de l'école, rendant la majorité d'entre eux incapables de se battre après l'avoir affronté. De plus, Anami a pu survivre à l'attaque de Satoru après avoir atteint sa limite en combattant Yuji et Aoi, bien qu'il ait été mortellement blessé. Lors de son dernier combat contre Satoru, Anami était sa cible principale en raison de leur confrontation passée. Bien que Anami ait pu coincer partiellement Satoru et ait joué un rôle vital dans son éventuel scellement, il n'a pas survécu à la bataille. Il a commis une erreur cruciale en basculant entre différents types de sorts, erreur que Satoru a pu exploiter. Les branches oculaires de Anami sont également ses seuls points faibles en plus d'être très vulnérables. Lorsque les branches ont été complètement retirées de leurs orbites, les capacités de Anami ont considérablement diminué, le rendant incapable de résister à un autre assaut de Satoru. Numéro 2, Jogo. Il se sera fait défoncer par Gojo puis par Sukuna et pourtant c'est l'un des fléaux les plus puissants. Équivalent à la puissance de 8 ou 9 doigts de Sukuna, Jogo est le premier fléau de grade spécial à nous faire sa démonstration de puissance avec son extension de territoire monstrueuse. Il était en mesure d'éliminer de puissants exorcistes de grade 1, et plus comme Kento Nanami et le chef du clan Zenin avec une facilité déconcertante. Si on se base à leur introduction, Jogo serait en tête de ce top selon moi, mais Mahito avait un potentiel d'évolution plus grand et il aura enchaîné des power-ups fulgurants au cours de l'œuvre. Jogo a énorme réserve d'énergie maudite et peut appeler les insectes braises. Son pouvoir occulte lui permet de créer des mini-volcans, qui génèrent et contrôlent des éruptions de feu extrêmement puissantes, capables de tout détruire sur leur passage. Son extension de territoire cercueil de la montagne de fer construit l'intérieur d'un volcan qu'il était capable de manipuler à volonté. Même un sorcier moyen brûlerait à l'impact et la pierre volcanique dans le domaine sert d'attaque mortelle à ne pas manquer. Suite à sa défaite contre Gojo Satoru, Jogo aura appris la technique de l'amplification de domaine qui amplifie l'énergie maudite de Jogo en une aura capable d'inclure une attaque à ne pas manquer. Jogo s'est abstenu d'inclure une attaque pour libérer la capacité de contrer la technique limite de Satoru Gojo et de la neutraliser. Numéro 1, Mahito. Autant du côté des exorcistes le potentiel de Yuji Itadori est phénoménal, autant pour les fléaux c'est celui de Mahito qui l'est.
Au début de l'œuvre c'était encore un enfant et qui découvrait les facettes de l'énergie occulte au fur et à mesure que l'œuvre avançait, et pourtant il était l'un des fléaux les plus puissants et celui qui nous aura montré la plus grande évolution en termes de puissance. Parmi tous les autres esprits maudits, Mahito est considéré comme le plus intelligent. Il possède des réserves stratosphériques d'énergie occulte et est un as au combat au corps à corps. Il fait preuve de réflexes exceptionnels lors de son combat contre Yuji. Il est aussi doté d'une force et d'une vitesse folle ainsi que d'une résistance et endurance hors du commun ayant réussi à survivre à un tabassage de Yuji et Nanami réunis. La technique maudite de la transfiguration oisive de Mahito lui permet de modifier ou de transformer l'âme d'une personne et est sûrement un talent mortel. Mahito peut utiliser sa technique sur lui-même pour se soigner ou s'améliorer comme quand après avoir trouvé la véritable essence de son âme, il a débloqué un nouveau corps plus fort. Lorsqu'il l'utilise, Mahito est visiblement plus musclé et monstrueux, ressemblant à Nami. Ce corps est également extrêmement dur, comme le montrent les coups de poing de Yuji qui n'ont eu aucun effet sur lui. Afin d'activer cette forme, Mahito doit arracher son visage humain. Il peut se transformer à nouveau dans sa forme originale soit volontairement, soit lorsqu'il subit de lourds dégâts. Mahito était si puissant sous cette forme qu'on disait qu'il devenait une chose totalement différente d'avant sa transformation. Autre capacité intéressante, qui est la création d'isomères d'âmes polymorphes. En utilisant la multiplicité des âmes, Mahito peut former les âmes avec un faible rejet en un seul corps. Le résultat est un humain transfiguré qui peut attaquer seul les adversaires de Mahito. Les isomères sont assez forts pour envoyer un puissant exorciste, comme Aoi Todo, volé. Aux portes de la mort, Mahito parviendra à se surpasser et élaborer l'un des territoires les plus dangereux et puissants au même titre que ceux de Gojo et Sukuna. Son extension de territoire auto-incarnation de la perfection crée un environnement où il est automatiquement connecté avec les âmes de n'importe qui à l'intérieur et est capable de les transfigurer à volonté. Son contrôle de la technique est suffisamment flexible pour que, tout comme Satoru Gojo, il soit capable de l'activer pendant des intervalles de 0,2 secondes. En plus de l'extension de territoire, le combat contre Yuji lui aura permis d'apprendre le rayon noir. Je pourrais continuer à citer ses capacités pendant une bonne dizaine de minutes encore, mais je crois vous avez déjà un assez bon tableau de sa puissance et que vous comprenez pourquoi je l'ai posé ici en première place. Mahito est tout simplement parfait et selon moi en termes de capacité pure seul Sukuna et peut-être Kenjaku le surpasse. Son seul défaut c'est son côté enfantin qui lui fait faire des erreurs. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Qu'avez-vous pensé de mon top? Partagez le vôtre dans la zone de commentaires. J'espère que vous aurez apprécié et si c'est le cas appuyez sur le bouton j'aime et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo plus détaillée sur l'un des personnages de ce top ou si vous avez d'autres idées de vidéos faites-le moi savoir. Sur ce je vous dis portez-vous bien et à une prochaine fois sur l'Hôtel Manga.